Coucou vous autres! Alors, on est le vendredi 3 juillet. On se démarre un nouveau vlog ensemble en cette journée, encore une fois, caniculaire. Mais bon, on en entend parler partout sur la planète, donc je ne ferai pas un petit reportage météo sur la situation, mais sachez que cette luisance est due à la température ambiante. Donc voilà, on se lance un nouveau vlog alors que j'ai entamé une nouvelle lecture. J'avais tergiversé, comme je vous parlais un petit peu à la fin du dernier vlog, à me lancer dans la lecture proposée pour le Read Christie 2026 pour le mois de juillet, qui était un des romans de Mary Westmacott, qui est en fait Agatha Christie, son nom de plume pour quand elle écrivait de la romance. Et j'en ai essayé quelques-uns, mais ça n'a pas tout à fait marché. Fait que je me suis rabattue sur quelque chose que j'avais envie de lire. Je vous avais dit pour les vacances que c'est ça que je voulais faire, parce que je suis encore en vacances pour quelques petits jours. Et ben, je me suis lancée dans tout simplement la suite de la saga des Erika Falk et Patrick Edstrom de Camilla Lackberg. Donc, je suis rendue au tome 9, qui s'intitule Le Dompteur de Lion. En anglais, ça a été présenté sous le titre The Ice Child. Donc, je vais voir au fur et à mesure du récit pourquoi les anglophones ont pris un parti pris de The Ice Child, puis les francophones ont focusé sur le Dompteur de Lion. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va retrouver, comme d'habitude, notre espèce de duo de comparses qui est Erika Falk, la journaliste écrivaine, et Patrick Edstrom, un policier qui habite tous les deux à Fialbaca, et qui, bon, dans ce cas-ci, Patrick Edstrom, dans celui-là, va dès le départ être mis sur l'affaire du retour d'une jeune fille disparue depuis plusieurs mois. Du retour malheureusement fatal, dans le sens où on l'a vu surgir d'un bois à la dernière minute. Un automobiliste ne l'a pas vu parce qu'elle surgit vraiment vite, puis il est rentré dedans. Malheureusement, éventuellement, elle va décéder en fait, suivant ses blessures, mais en fond, ils se rendent compte que finalement, c'est peut-être pas tant l'accident qui l'a tuée. Elle avait été, ben oui, mais elle avait eu visiblement des traces de sévices horribles avant ça. Donc, Patrick Edstrom est là-dessus. Il essaye de, malheureusement, amener cette nouvelle-là à la famille, qui est déjà un peu complètement dévastée parce qu'ils attendaient le retour de leur fille, puis là, ben, dans ces circonstances-là. Puis pour Patrick Edstrom, ça allume tout de suite quelque chose, un lien entre... Il y a eu plusieurs disparitions de jeunes filles qui présentaient des types, mais dans le fond, la victime en tant que telle présentait un type qui revient un peu. Fait que même si le modus operandi, c'est un peu pas le même, on dirait que Patrick Edstrom, il est comme, ben, est-ce que ça vaudrait la peine qu'on se fasse faire un espèce de portrait psychologique, donc un profil psychologique d'un criminel potentiel, pour essayer de voir s'il n'y a pas par hasard un lien entre tout ça. Donc, on est là-dedans. En parallèle, Erika Falk est en mode « j'écris un nouveau livre ». Et cette fois-ci, elle va suivre, c'est toujours en mode un peu true crime, puis elle suit le parcours d'une femme qui est en prison actuellement. Et c'est l'histoire de, dans le fond, son mari a été tué. Et son mari était dompteur de lion. Donc, j'imagine que ça me petit rapport. Et dans cette partie-là de Erika Falk avec cette femme-là qui est en prison avec son mari qui avait été tué, il y avait aussi des disparitions de personnes. Donc là, j'imagine que tout ça va se tricoter ensemble. J'aime toujours autant retrouver les personnages, toujours aussi intéressant. Pour le moment, je suis toujours un petit peu sur le bout de mes orteils pour la traduction parce que là, j'y ai accès en traduction française. Comme je vous l'ai dit, la chose qui m'a le plus fait me tourner vers les traductions anglaises pour les romans suédois, c'est la série, malheureusement, de Camilla Lackberg. Non pas que la traduction est mal faite, mais c'est juste que c'est une traduction qui choisit d'y aller avec le mode très franchouillard, très localement argot et tout ça. Puis ça se passe en Suède, puis ça me fait décrocher à chaque fois. En anglais, ils n'ont pas le langage familier n'est pas aussi teinté localement, ce qui fait que ça donne pas l'impression. On a vraiment l'impression qu'on lit la plume de Camilla Lackberg, qui peut être une plume suédoise, c'est-à-dire quand on lit la traduction française, on est comme, ça se peut pas que ce soit une suédoise qui a écrit ça, dans le sens, ça n'a pas de sens. Oui, il y a des lieux et tout ça, mais le restant, le parler, fonctionne pas. Donc là, pour le moment, ça m'aggrave pas trop. Si jamais c'est trop, au pire, j'essaierai de trouver la version audio en anglais pour finir le tout, mais je l'ai quand même en livre numérique aussi en français. Donc voilà, ma lecture en cours. Sinon, ben écoutez, aucune idée de ce que je vais faire dans les prochains jours. C'est l'idée d'une vacance, c'est que dans mon cas, en tout cas, moi ça c'est mes vacances idéales. J'aime quelquefois avoir des projets, mais comme je suis quelqu'un d'anxieux, quand c'est des gros projets qui durent sur 1 ou 2 semaines, j'ai tendance à être tellement anxieuse que les choses se passent moins bien. Là, quand j'ai une semaine comme ça de pause puis que j'ai pas de plan, je finis par faire beaucoup de choses qui me tentent parce que je me suis pas mis une pression pour faire ça d'avance. Donc,
Bienvenue dans mon cerveau. Alors voilà, sans plus tarder, allez, on se lance ça, ce nouveau vlog-là. Faut que j'ai des choses concrètes, productives à vous raconter. Coucou vous autres! Alors, on est le dimanche 5 juillet. Quand même, milieu d'avant-midi, tôt, je sais pas, il est tôt, je pense. Ouais, pas pire, 10h25. Je vous reprends finalement après être allée à la course et être allée avoir pris un peu le temps de relaxer ce matin et d'accueillir, comme d'habitude, à l'endroit où je suis, attention, wouhou! Les gars qui veulent de l'attention. Alors, je vous reprends parce que je suis en cours, là, c'est pas du tout le bon pourcentage, mais en cours d'écoute de ce fameux Dompteur de Lion de Camilla Lackberg. Et c'est vraiment troublant, sordide, glauque. J'ai aucune idée, encore une fois, de qui va être à blâmer. J'ai comme l'impression que ça va être un ensemble de personnes ou le système, ou je le sais pas, mais c'est particulièrement glauque. Des fois, le Camilla Lackberg, je trouvais que c'était un bon dosage dans les polars nordiques pour ceux qui ont de la difficulté avec justement le très sombre, le très tortueux, qui joue dans le cerveau. Voyons. Désolée. Donc, je trouvais que c'était bien dosé, sauf que c'est bien dosé aussi, là, c'est juste que c'est des crimes qui sont sordides. Là. Mais dans le fond, dans tous les tomes qu'il y a, je trouve que celui-là est particulièrement bien solide. Donc, si jamais vous avez un peu une âme sensible, surtout en ce qui concerne la maltraitance envers les enfants, la maltraitance en général, les féminicides, disons que c'est quelque chose, tout y est. Les enquêtes se poursuivent encore une fois en parallèle avec cette fameuse Erika qui vraiment définitivement a tendance à mettre les pieds dans les bons plats alors que techniquement, elle serait censée être en dehors d'une enquête policière. Et Patrick qui essaye comme toujours de mener à bien cette enquête-là. C'est un bon enquêteur, mais malheureusement, il y a un boss qui fait tout sauf l'aider. Pas dans le sens que... En fait, le boss pense qu'il est vraiment bon, puis il est juste un lourdeau, puis ça fait juste s'approprier le travail de tout le monde. Mais à la limite, ça devient presque attachant parce que dans le fond, il s'en rend pas compte à quel point c'est comme ça, puis tout le monde est comme juste « Oh my God ». Fait que tout le monde essaie juste de limiter les dégâts. C'est un peu comme avoir un enfant, un peu comme chef de brigade. Donc, je suis vraiment prise. Je pense que je suis rendue à peu près à 70%, donc là, ça disait 26%, mais je l'ai pas mal avancé. J'ai l'impression que je dois le finir aujourd'hui ou demain. Puis là, ce que je m'apprête à faire, si mon chat me laisse la place, parce que là, évidemment, je travaille sur sa table, même si, a priori, elle n'a pas le droit d'être sur la table. Mais bon, je suis pas illusionnée, là. Ça fait longtemps que j'ai des chats. Je sais bien qu'elle y va souvent. Mais bon, a priori, je serai sur sa table de travail. Donc, je vais faire potentiellement, pas potentiellement, mais je m'enligne pour faire ça. Donc, mon fameux rattrapage pour mon carnet de lecture analogique, qui est très en retard parce que je crois que je suis rendue seulement à fin mai, ou même pas fin mai, mi-mai. Et on est rendu début juillet. Donc, j'ai fait imprimer toutes mes petites couvertures, mais il me reste à faire l'assemblage avec les mots-clés et tout ça. Donc, je pense que je vais mettre mon fameux Camilla Lackberg en livre audio, puis que je vais me lancer dans ça pour la prochaine heure, sans doute. Comme je reviens de course et j'ai un peu chaud, ça me prend un petit moment de tone down. Puis j'ai écouté quand même pas mal d'écrans dans les derniers jours avec la Coupe du Monde, puis les vlogs et tout ça, même s'il y a un peu moins de vlogs maintenant sur YouTube, la période estivale, c'est toujours un peu plus tranquille. Donc, je vais changer un peu. Je vais être en mode non-écran, en mode analogique pour un petit bout. Fait que je vois bien dès que je peux, quand j'aurai terminé le Camilla Lackberg, aucune idée de qu'est-ce que je vais faire ensuite. Je sais pas si je vais sortir aujourd'hui ou pas, peut-être.
Mais je sais que j'ai quand même un rendez-vous assez incontournable en ce qui me concerne parce que cet après-midi, il va y avoir la partie de la Norvège contre le Brésil. Et comme la totalité de la planète, je viens de découvrir soudainement, alors que tout le monde le connaissait depuis longtemps, le joueur Haaland norvégien, qui est un peu un viking incontournable, un personnage public intéressant. Donc, ben, écoutez, je vais le voir jouer. Il joue hyper bien en plus. Il joue hyper bien. Bon, en fait, ce qui me fait rire, je vais faire une petite chronique de sport. C'est que, en fait, il joue au soccer, mais tu sais, il a vraiment une attitude de rugby. Donc, c'est ça qui est particulier. Puis en plus, c'est un grand joueur qui fait 6 pieds 5, super costaud. Il a vraiment une shape de rugby. Puis il est là parmi les petits joueurs de soccer un peu felués, que dès qu'on s'approche à 1 mètre d'eux autres, ils se garochent par terre comme si c'était la fin du monde puis il venait d'être poignardé. Donc, ça fait quand même, c'est rafraîchissant, mais il est surtout, il est sans égard à son approche rugbyesque. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui fonce, puis si t'es dans son chemin, c'est bien plate pour toi. Mais il y a vraiment une prouesse technique qu'il maîtrise vraiment bien. C'est lancé au but, c'est un buteur, comme on dit. Puis c'est impressionnant. Puis ben, comme le Brésil, c'est une super bonne équipe, ben, j'ai juste hâte de voir à quel point, comment ça va se goupiller, tout ça. Donc voilà. Bon, je pense pas que le Brésil va être battu, mais c'est juste, ça risque d'être une partie intéressante. Voilà, fin de la parenthèse sportive pour ceux qui lisent pas du tout ça, qui écoutent pas du tout ça le sport. Je vais reprendre mes activités littéraires, puis je vous reviens dès que je peux. Et bonjour aux autres. Alors, on est toujours le dimanche 5 juillet. Je suis en cours d'écoute de ma fameuse partie Brésil-Norvège, mais je vais quand même vous prendre pour vous parler de la lecture que j'ai terminée. J'ai eu des déplacements à faire et j'ai terminé le Camilla Lackberg. Ça t'est fou! Je suis sans mots. C'était extrêmement habile, extrêmement noir, tortueux. On se promène dans les dédales de l'âme humaine détraquée, clairement. Et j'ai pas trop su exactement où ça allait. Donc, je pense que même si tout au long de l'intrigue, on finit par avoir des intuitions, on pense que c'est ça, ben finalement, c'est toujours pire que qu'est-ce qu'on pense. C'est toujours plus inacceptable. C'est toujours plus... c'est révoltant. C'est révoltant. En même temps, c'est crédible, malheureusement. Il y a quand même, encore une fois, ce fameux classique de Erika Falk qui se mêle de ce qui la regarde pas ou de ce qui la regarde. Il y a toujours un petit côté un peu de tension dans le dernier tiers, comme on est habitué avec Camilla Lackberg. Donc, elle a tendance à mettre ses personnages principaux en danger. Donc, c'est une structure qui revient encore une fois dans celui-ci, mais clairement, ça joue dans la tête ce roman policier-là, ce polar nordique-là. Si vous n'êtes pas tout à fait prêt pour ça, peut-être juste... En tout cas, c'est quand même une gradation, là, le Camilla Lackberg. Heureusement, il y a comme vaguement un peu d'espoir pour la vie personnelle de certains des personnages secondaires importants, éventuellement, qui finit par poindre, mais une chance que c'est là, parce que l'intrigue principale, les personnes impliquées, il n'y a pas une personne qui peut être indemne là-dedans. Il n'y a pas un entourage de ces personnes-là qui peut vraiment en sortir indemne. Il n'y a pas un intervenant
de la police qui intervient ou des intervenants civils qui interviennent qui pourraient en sortir indemnes mentalement, c'est dur, mais c'est excellent. C'est pas un coup de cœur parce que le sujet, et je vois pas comment je peux avoir un coup de cœur pour ça parce qu'au niveau de l'expérience de lecture, ben, mis à part le fait que, comme je vous disais, intrigue super bien bâtie, donc rythme parfait, personnage crédible, crédible, même si horrible, mais crédible. Énormément d'emberlificotement de la trame narrative, mais tellement bien faite qu'on n'est pas perdu, mais en même temps, ça nous fait vraiment tourner sur nous-mêmes 300 fois, ce qui fait qu'on n'arrive pas, après ça, à déterminer le nord du sud. Donc, voilà. Mais donc, c'est juste que le sujet est tellement difficile que je ne pouvais pas mettre un coup de cœur là-dessus. Mais dans tous les Camilla Lackberg, depuis le début, je trouve que ça fait partie. Là, ils n'ont pas toujours été aussi bien construit, aussi travaillé, je crois. Celui-là, peut-être qu'il n'a pas été travaillé, mais il donne l'impression d'avoir été travaillé. Et c'est une impression positive. C'est pas juste comme on sent les rouages, absolument pas. On les sent pas. On sent qu'il y a eu un vrai plongeon du côté sombre de l'humain. Ça n'a pas dû être évident à écrire. Puis j'imagine que l'autrice avait à cœur potentiellement que si elle écrivait ce genre de truc-là, ce soit écrit avec le plus d'agilité, d'authenticité, mais en tout cas, de justesse possible. Et c'est réussi en ce qui me concerne, je trouve ça réussi. Cela dit, ça va me prendre quelque chose un peu plus léger comme prochaine lecture parce que là, ça m'a vraiment plombé le moral, mais pas parce que c'était pas bon du tout. Je l'ai quand même relativement dévoré rapidement. La lecture audio, finalement, version française, il y a eu du franchouillage. Mais je pense que j'étais tellement pris par l'intrigue que cette fois-ci, je me suis pas accrochée. J'ai pas décidé finalement d'avoir accès à la version audio anglaise. Mais si jamais je lis les autres Camilla Lackberg que j'ai accès en anglais, je vais peut-être quand même le faire. Parce que bon, ça demeure, comme je vous dis, là, la traduction du suédois vers le français en traduction européenne, française, c'est difficile pour moi. Donc, ouf et fiou. Très heureuse de l'avoir lu maintenant. Heureusement qu'il fait clair de bonne heure puis qu'il fait clair tard pendant l'été. On a un grand ensoleillement. Ça va compenser pour que mon moral tienne. Mais là, je ne sais pas trop ce que je vais lire. J'avais peut-être envie de me lire un Peter Granger, qui est comme vraiment une enquête procédurale typique, avec un policier un peu sur le bord de la retraite, mais qui finalement, avec son flegme calme, finalement arrive toujours à bien saisir les opportunités d'empêcher le mal, disons, de se répandre. Il y a aussi ça dans le Camilla Lackberg, je vais refaire un saut, mais c'est une fin... C'est pas une fin en suspens comme les 2 derniers tomes, mais c'est pas une fin totalement satisfaisante pour le lecteur. Ça nous fait nous poser des questions sur nous-mêmes, sur la société, sur le système en place pour garder ça, pas garder, mais empêcher le mal, justement, de prendre trop de place. Bref, je n'en dirai pas plus. Mais bon, ça va être derrière moi. Mais comme vous pouvez voir, ça m'a marqué de façon assez impressionnante. Je ne sais pas trop comment je vais pouvoir passer à autre chose. Je vais me focusser sur ma partie de soccer pour passer à autre chose. Puis on verra bien. Mais c'est ça. C'est peut-être un Peter Granger. Sinon, je sais pas. J'ai aucune idée qu'est-ce que je veux lire, en fait. J'ai un roman graphique que j'avais emprunté à la bibliothèque où je vais habituellement, qui est loin de chez moi, que j'ai dû rapporter parce que j'ai pas eu le temps de le lire et qui était réservé. Et je l'ai emprunté à ma bibliothèque où je travaille. Mais comme c'est une nouveauté et qui est réservé, je peux pas le prolonger non plus. Donc, peut-être que je pourrais aussi lire ça demain comme changement. C'est un genre complètement différent parce que c'est du fantastique. Du fantastique ou du fantasy? En tout cas, ouais, fantasy, je pense. C'est une adaptation en roman graphique d'un livre que j'ai déjà lu, mais ça fait vraiment longtemps. Donc, peut-être ça. Mais bon, enfin là, voyez-vous, ça sert à rien que je suppute sur qu'est-ce que je vais lire. Là, c'est pas encore déterminé. Puis comme vous avez pu voir aussi, j'ai terminé... en fait, j'avais espoir d'être à jour dans mon carnet de lecture, enfin. Mon carnet de lecture analogique. Mais je me suis rendu compte que dans mes petites couvertures que je fais imprimer, il y en a 7 qui représentent en fait le contenu d'une page de couverture à imprimer.
que visiblement j'avais produite en couverture format PDF, mais que j'ai jamais fait imprimer. Donc là, je me ramasse avec un trou en plein milieu. Donc, je suis à jour sauf 7 livres. Mais quand même, c'est impressionnant. Là, quand même, j'ai fait un bon blitz. Donc, peut-être que si j'ai le courage, je vais aller faire imprimer ça demain. Puis sinon, je verrai, puisque demain, c'est ma dernière journée de congé de ma semaine de vacances. Puis j'ai pas envie d'y penser. Puis ça me tente pas en tout de retourner pour le moment. Donc, je vais essayer de pas y penser. Je vais me transformer en coach de divan pour la partie de soccer. Puis ben, je vous reviens, je reviens sous peu. Et coucou vous autres. Alors, on est le lundi 6 juillet, dernière journée de vacances. J'essaie de pas y penser. Mais disons qu'aujourd'hui, j'ai un rythme assez lent parce que, je sais pas, je pense que je refuse juste que la journée avance. Je suis quand même allée courir finalement tardivement parce que je me suis laissée inspirer par les athlètes de soccer qui sont vraiment intenses puis qui jouent dans le show. Je me suis dit, s'ils sont capables de jouer, je suis capable d'aller courir. Donc, je suis allée de façon prudente, ne vous en faites pas, avec crème solaire et sac d'hydratation. Puis après ça, mais en fait, ce qui a fait que je suis partie si tard, c'est que j'essaie de me trouver une nouvelle lecture. Comme je vous avais dit, je me doutais que c'était un peu compliqué à me trouver une nouvelle lecture après celle que j'avais terminée, qui était le Camille Lac-Béarn, qui était vraiment remuant. Puis là, je sais pas pourquoi, parce que j'ai essayé de me dire que j'allais lire autre chose. Il y avait un nouveau Victor Guibert qui est sorti, que j'avais beaucoup aimé dans sa trilogie avec Hugo Bollorène. C'était Douve, Terranulius et Brouillard, je crois. Et il a sorti un nouveau roman qui s'appelle Le Diable des Beaux Anges, de Beaux Anges, quelque chose comme ça. Et là, par contre, on n'est pas avec Hugo Bollorène. Donc là, ça fait un bout qui est là. Je l'ai en audio, j'ai accès en audio avec Nextory. Je l'ai commencé, c'est sympathique. Ça me fait quasiment penser à un nouveau Fab Caro. Là, donc, c'est un côté vraiment humoristique. Mais je n'étais pas sûre que je suis dans le mood. Là, j'ai pensé à la bibliothèque de Laurie, qui a dit récemment qu'elle avait découvert tardivement et en raison de l'adaptation Netflix de la série Département V, donc les Jussi Adler-Olsen et les enquêtes du Département V, justement en français. Et en anglais, je pense que c'est The Alphabet Unit. Et Jussi Adler-Olsen est un auteur danois. Et j'avais lu le premier tome. J'ai beaucoup aimé l'adaptation qui a été faite de la série, même si je me doutais bien que ça allait un petit peu ailleurs. Là, ils ont changé beaucoup de choses quand même. Puis il y a des choses qui ont fait avancer un petit peu plus vite que le tome 1. Mais j'ai beaucoup aimé l'adaptation. Puis je m'étais dit, il faudrait quand même que j'avance la série parce que la saison 2 est déjà, je pense qu'elle est en train d'être filmée ou c'est terminé. Puis c'est censé sortir à la fin 2026. Puis j'aimerais quand même mieux avoir lu les livres avant de regarder la série. Voilà. Puis là, je me suis dit, je pourrais lire un Jussi Adler-Olsen. Bon. Évidemment, c'est pas léger. Les Jussi Adler-Olsen, c'est pire, je pense, que le Camille Lac-Béarn que j'ai lu récemment. Donc, c'est vraiment dans le sordide. Par contre, quand on va avec un Jussi Adler-Olsen, on y va parce qu'il y a un duo d'enquêteurs un peu improbable. Donc, pour rappel, le département V, en fait, c'est qu'on va trouver Karl Mörk, qui est un policier, qui a toujours un genre de caractère un peu assez fort, puis qui... suivant, je pense, il me semble que c'est souvent une enquête interne, a été comme relégué à une nouvelle unité qui a été créée par le ministère de la Justice et qui s'appelle le département V et qui est une unité qui est consacrée à rouvrir des cold cases et essayer de les résoudre. Mais bon, c'est aussi une excuse pour l'envoyer dans le sous-sol du poste de police où il n'y a aucun bureau, où est-ce que c'est vraiment affreux, c'est le gros bordel. Puis c'est juste parce qu'ils ne veulent plus lui voir la face. Fait qu'on dit, oh, regarde, on donne l'opportunité de mener le département V. En fait, il est seul pour le mener. Éventuellement, il va avoir du soutien parce qu'il finit par se battre pour dire, ben là, j'ai même pas personne pour m'aider, c'est le bordel en bas. Fait qu'il envoie quelqu'un qui s'appelle Hassan, qui supposément est un genre d'homme de main, un peu un homme à tout faire, là, qui est censé faire comme, je sais pas moi, le ménage, essayer de l'aider des fois s'il a besoin de trucs un peu physiques et tout ça. Et Hassan s'avère être un homme rempli de ressources. Si j'ai bien compris, c'est un Syrien qui a immigré au Danemark. Et on ne sait pas du tout qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas c'est quoi son passé, mais on se doute que c'est pas un passé qui est très simple. Et rapidement, lui, il va s'intéresser
aux dossiers qui ont été mis sur le bureau de Karl Mörk, alors que Karl Mörk s'en fout complètement, il est en mode réaction. Il est juste comme, ben si vous voulez m'envoyer en bas, je vais rien foutre, genre, je suis en bas, personne ne me regarde, je veux juste regarder le temps passé, puis c'est tout. Donc, évidemment, c'est mon petit côté rebelle. Et Hassan va finir par tout lire les dossiers, puis finir par donner l'espèce d'assistant officieux de Karl Mörk en disant, ben ce dossier-là, ce sera peut-être le fun que... Puis il y a une espèce de dynamique particulière qui va se développer entre eux deux. Donc, dans le premier tome, qui s'appelle Miséricorde, ils vont les deux être ensemble sur un cas. À partir du deuxième tome, c'est celui-là dans lequel je me suis plongée finalement. Ça s'intitule Profanation et je l'écoute en livre audio. Que je ne sais pas si je vais être capable de le faire tout le long. Là, j'avance des bouts parce que c'est encore pire en livre audio que quand je le lis en numérique. Je lis aussi en numérique si je vais voir ce que je vais faire. Mais bon, je vais au moins l'avoir en version audio pour pouvoir l'écouter en continu quand je fais des déplacements. Puis c'était ça le but de quand je suis allée courir ce matin. Donc, le tome 2, donc Profanation, le résumé, je pense pas que ça dit grand-chose de trop, qui gâche trop la surprise. Ça dit, sur le bureau de l'inspecteur Karl Mörk, chef du département V, le dossier d'un double meurtre commis en 1987 et impliquant une bande de fils de famille innocentés par les aveux spontanés d'un des leurs. Mörk s'aperçoit que l'affaire a été hâtivement bouclée et décide de reprendre l'enquête. Cercle fermé des milieux des affaires, corruption au plus haut niveau, secret nauséabond de la grande bourgeoisie. Donc, ça ressemble à ça. C'est aussi pire et pire que ce qu'on pourrait penser. C'est affreux. Mais en même temps, on finit. J'avais juste hâte que l'espèce de préambule soit terminée parce que j'étais comme je vais jamais survivre parce que là, on est vraiment plongé dans certains moments qui se passent justement puis qui mènent éventuellement au fameux double meurtre. Donc, on a un petit peu des passages dans le passé, mais on a aussi différents points de vue. Donc, on a le point de vue de certains des fils de famille qui sont impliqués. On a le point de vue d'une certaine Kimi qui semble avoir un passé socialement élevé, mais qui depuis plus d'une dizaine d'années habite dans la rue, donc est sans domicile fixe et qui semble fuir quelque chose, est habité aussi d'une soif de vengeance. Et évidemment, on va suivre le fameux duo Karl Mörk et Hassan. Hassan qui est vraiment un super assistant qui non seulement prend le temps de vraiment faire le travail, qui connaît bien ses dossiers, mais qui visiblement a eu un passé qui impliquait quelque chose il sait comment interroger les gens de façon bien prononcée. Donc, c'est ça. Assez que Karl Mörk, des fois, qui lui-même n'est pas quelqu'un qui respecte les règles, il est juste comme, OK, mais genre, hein? Là, on parle pas de torture ici, mais disons qu'avec les gens qui font des choses pas correctes, il a tendance à se rendre, à y aller sans mettre de gants blancs, comme on peut dire. Donc, je suis là-dedans. C'est terrifiant, j'ai essayé, ben c'est pas terrifiant, mais c'est vraiment, ça m'enlève pas du tout de l'ambiance dans laquelle j'étais avec le Camilla Lackberg, mais je me suis dit, bah, on dirait que j'avais comme envie de le découvrir en me disant, je vais le faire maintenant pendant que j'y pense, parce que sinon, la saison 2 de la série va sortir, puis je veux vraiment l'avoir lu. Puis là, ben, je suis là-dedans. Puis là, je me suis dit, ah, mais là, dans le fond, j'ai lu une autrice suédoise. Là, je vais lire un auteur danois. Puis là, avec mon petit soccer, la Coupe du Monde, et la fameuse Norvège qui, ben oui, a fini par, contre toute attente, éliminer le Brésil, qui est assez impressionnant. Mais je me suis dit, ben, je pourrais en fait faire un tour du chapeau de Scandinavie, donc les 3 pays de la Scandinavie qui sont, pour rappel, la Suède, le Danemark et la Norvège. Mais là, la Norvège, moi, ce que je lis habituellement, c'est Jornir Horst. J'en ai lu 2 en juin. Là, j'ai fouillé. Puis je me disais, ben, puis je suis pas encore totalement décidée. Ça se peut que je le fasse pas, mais j'aurais envie de le faire quand même parce que je trouve que c'est un concept cool, là. Jornir Horst, à moins que je lise un autre de ses romans qu'il a fait en duo. J'avais moins aimé ceux qu'il avait fait avec Thomas Enger. J'ai aimé lui qui a fait le plus récent, mais pas celui avec Thomas Enger. Mais les autres sont comme pas encore traduits. J'avais pas envie non plus de relire du Jornir Horst tout de suite. Après ça, ben, je me disais, il y en avait plein, il y a plein d'auteurs et d'autrices norvégiennes. Mais je me disais peut-être que je pourrais rester dans le policier, dans le fond, ça fait vraiment les polars scandinaves, puis ce serait cool. Là, évidemment, il y a Jo Nesbø, qui est un auteur norvégien. Mais Jo Nesbø, c'est Harry Hole, je pense, son détective. Jo Nesbø, ça a toujours été un peu intense. Mon père a lu Jo Nesbø, puis il connaît un peu
mes limites, puis il a dit je sais pas. En même temps, avec ce que je suis en train de lire là, je suis pas sûre qu'il sait que je lis ça, fait que peut-être que finalement, ça serait correct. Mais j'ai quand même commencé, finalement, j'ai commencé plein de livres là, hier. J'essayais juste de voir si mon concept fonctionnait. Donc, j'ai quand même commencé le premier tome de la série des Harry Hole de Jonas Bo, donc qui est La Chauve-souris. J'ai l'impression que ça fait longtemps que ça a été écrit. J'ai l'impression que ça a vraiment pas très bien vieilli. Mais vraiment pas. J'étais assez mal à l'aise. Le personnage d'Harry Hole, je comprenais que c'est un personnage un peu mal dégrossi, puis que c'était ça l'idée du personnage. Là, dans le fond, là, c'est un personnage, c'est un policier norvégien qui est appelé en Australie ou en Nouvelle-Zélande, je pense, pour essayer d'élucider justement le meurtre d'une ressortissante norvégienne. Puis, il est vraiment lourdeau avec des remarques qui sont limites qui ne passeraient pas pantoute en 2026. Puis là, absolument, je ne m'en fâche pas là-dedans. Mais là, c'était tellement intense que je fais comme, ouf, ça me tente moyen. Surtout que je n'étais pas sûre d'avoir la tolérance, de sensibilité pour le Jonas Bo. Là, je me suis dit, ah, peut-être qu'il écrit du jeunesse. Là, j'ai regardé, puis en fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà lu toute la série jeunesse de Jonas Bo, qui, Professeur Prout, si jamais vous ne connaissez pas ça, c'est super drôle. On n'est vraiment pas dans le roman policier. Je m'étais dit la même chose pour Jornir Horch parce qu'il a sorti une super série d'enquêtes, vraiment le fun. C'est la série Clou, C-L-U-E, mais c'est un acronyme. C'est une bande d'amis là, qui résolvent des mystères, puis il y a quand même un fil rouge autour des tombes, mais il y en a seulement 4, puis je les ai tous lus, fait que j'étais comme « Oh non! » Puis c'est ça. Donc là, je me disais « Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais lire? » J'ai essayé d'explorer des autrices norvégiennes. C'est plus... il y avait peut-être Anne B. Ragde, je pense que je pouvais lire. Mais elle a fait plus la saga familiale, je pense, entre autres la famille Neshov. Mais là, j'étais moins dans le type saga familiale. Elle en a fait un qui avait l'air intéressant, qui était Zona Frigida, je pense, mais j'avais de la misère à y avoir accès. Fait que je le garde quand même dans mes petites pistes, mais peut-être pas pour cette fois-ci. Là, finalement, je me suis rendu compte que Aslak Nord, dont j'ai lu les 2 premiers tomes de la trilogie des Falks, a fait en fait un 3e tome qui s'appelle L'Alliance. Et ben là, je me suis dit que je pourrais peut-être... Il est aussi disponible en livre audio sur Nextory. Je peux pas y avoir accès malheureusement en livre numérique parce qu'il n'est pas encore acheté par les bibliothèques en livre numérique. Il est paru en livre papier, puis le livre numérique est paru, mais je ne sais pas si vous saviez. Je vais vous faire un petit moment de sensibilisation. Mais il y a des fois, en fait, il y a souvent des embargos, en fait, sur des livres, quand c'est des livres qui sont... Ça se voit plus habituellement dans les livres anglophones, mais là, même pour les livres francophones, pour les éditeurs européens, souvent, ils vont faire un embargo sur à quel moment les bibliothèques vont pouvoir acheter les copies numériques de leurs livres. C'est-à-dire que le public va y avoir accès d'abord et les bibliothèques, il va y avoir une période de moratoire où on ne peut pas les acheter, comme pour que, en fait, les gens en achètent plus avant que ça devienne possiblement empruntable à la Bible. Ce qui est assez dommage, finalement, quand on y pense. Mais bon, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que vu que même la Bibliothèque et Archives nationales du Québec n'a pas l'Alliance, ça doit être parce que, oui, on le voit de disponible sur nos sites de librairie, mais il n'est potentiellement pas encore offert pour les bibliothèques. Donc, dommage parce que j'aimerais ça l'avoir en papier aussi. Fait que là, je me suis mis l'Alliance d'Aslak Nord, qui est le tome 3. Je ne suis pas super motivée parce que... Bien, ça me motive quand je suis dedans, mais le deuxième, je l'avais vraiment moins aimé. Mais en même temps, c'est un auteur norvégien. Mais là, je sais à quel point je vais pousser ça. Puis, c'est quand même intéressant que ces 2 personnages que... ça va amener une dimension sociopolitique, je pense, encore plus forte peut-être là-dedans. Fait que j'ai l'impression qu'on va peut-être sortir un petit peu de la famille, ce qui était dans les 2 premiers. Là, vraiment, c'est quelque chose qui était centré sur la famille, la corruption et tout ça. Puis quand même les coulisses du pouvoir, mais fait que là, je pense que c'est plus encore vraiment coulisses du pouvoir puis social. Peut-être que ça pourrait m'intéresser. Mais bref, je sais pas. Fait que est-ce que vous allez avoir un vlog concept avec finalement la visite des 3 pays scandinaves à travers des polars, je sais pas, mais j'aimerais bien ça. Fait que là, ben c'est ça, je vais continuer à explorer au cas où, là, mais on dirait que là, j'étais comme moins... J'ai quand même mon plan B là, pour Aslak Nord, mais on dirait que c'est vraiment des grosses briques, puis même Adler-Hudson est quand même assez long, fait que j'étais comme, je reprends le travail demain, j'ai des déplacements, mais tu sais, je sais pas si je vais être capable de comme, finir mes 3 livres d'ici samedi. Fait que, on va voir. Bref, voilà où j'en suis. Voici ma lecture en cours. Puis, avant qu'il devienne plus bon, je vais vous montrer mon succès. Là, vous avez vu, mais regardez, je l'ai réussi cette fois-ci. Mon matcha latte aux fraises à la maison. Hein?
Oui, oui. C'est juste parce que j'ai suivi les consignes. La dernière fois, j'avais juste pas lu les consignes. Fait que ça fait juste comme une espèce de bubble tea avec des motons de fraises qui flottent, ce qui était moins agréable. Alors, voilà, sur ces bonnes paroles et sur ces images très éloquentes, on se dit à tout de suite. Et coucou vous autres. Alors, on est le mardi 7 juillet, fin d'après-midi, et c'est un raté pour le retour au boulot parce que c'est ça, migraine, étourdissement, classique, classique. Alors, je vais me reprendre pour demain. Je suis en télétravail, donc peut-être que ça va aller. Là, on sent que ça va un peu mieux en fin de journée, mais disons qu'aujourd'hui, ça fait une journée très statique, on va dire ça comme ça, avec pas trop de concentration visuelle, mais j'ai quand même été capable de me concentrer sur une lecture audio et je l'ai terminée. Et c'était, ma foi, à la fois excellent, à la fois terrible, à la fois traumatisant. Je l'ai écouté d'une oreille, parce que des fois, parce que c'était comme trop. Je me souviens que le tome 1, ça m'a fait exactement la même chose, donc je parle bien évidemment de mon écoute du deuxième tome de la série des enquêtes du département V, ou du Department Q en anglais, de Jussi Adler-Olsen, qui est adapté en série sur Netflix. Et ma foi, quoi dire? C'était absolument horrifiant. Je me souviens que c'était ça pour le premier, mais j'avais l'impression, on dirait, comme la série, j'avais lu le livre avant. Je me souviens de l'avoir écouté en audio, puis ça m'avait quand même assez traumatisé parce que c'est très glauque. On va vraiment dans tout ce qui est complètement paniquant et complètement déviant et horrible de l'humain dans pas mal tous les tomes finalement. Sauf que comme il y a le fameux personnage de Karl Murk, qui est l'inspecteur, le policier dont je vous parle, qui a été un peu mis aux oubliettes parce que c'est pas un docile, puis parce qu'il fait partie d'une intervention qui malheureusement a mal tourné. Et qu'il y a son assistant Assad qui est trop sympathique, qui est là, puis qui en plus il essaie d'apprendre le danois comme si c'était super facile, puis que des fois il fait un petit peu des maladresses. Là, il y a une nouvelle personne qui arrive en ligne de compte, c'est Rose, l'assistante, que finalement dans la saison 1 de Netflix, on voit arriver un peu plus tôt en migrant deux personnages. C'est ce que je pensais aussi. Donc, ces personnages-là sont là, donc c'est super intéressant. Sauf que, parce qu'ils sont imparfaits, hilarants, comment on pourrait dire, bon, je sais pas, mettons, spontanés, sans peur, mais pas sans reproche. Ils ne respectent pas tout à fait les règles, en même temps, ils veulent vraiment la justice. Ils sont complètement déterminés quand ils sont accrochés à un fameux cas, un cold case. Ils lâchent pas, même si on essaie de leur faire lâcher prise. Donc ça, c'est super intéressant. Donc on est content d'y retourner, sauf que entrecoupé avec cette actualité-là de l'enquête, il y a des très, très grands pans et, disons, je dirais, c'est majoritaire dans ce tome 2-là, où on va avoir le point de vue des autres personnes impliquées dans le fameux cas là, qui a été mis de l'avant, donc qui était le meurtre de deux enfants, dans le fond, qui avait été imputé à quelqu'un qui est en ce moment emprisonné, mais que, dans le fond, une autre personne qui était impliquée là-dedans finit par dire, ben ça se... Je pense pas que c'est lui qui a fait ça. Dans le sens que je pense pas qu'il est blanc comme neige, mais je pense que c'est pas que c'est lui qui a fait ça. C'est pour ça que le cas se ramasse au département V. C'est un cas glauque de chez glauque, sordide de chez sordide. C'est affreux. J'étais tordue de l'intérieur. En même temps, c'est vraiment bien écrit, le Jussi Adler-Olsen, parce que j'ai vraiment l'impression d'y être. J'ai l'impression d'être à la fois dans les personnes qui font partie, des personnes enquêtées en quelque part, les personnes dont on a le point de vue. Donc,
la fameuse Kimi, les personnes haut placées qu'on va, les fils de personnes importantes qu'on va voir aussi par la bande, dont les noms surgissent dans les anciennes enquêtes, mais qui n'ont jamais été inquiétés et tout. On a aussi leur point de vue par moment, donc on a moins souvent le point de vue de l'équipe d'enquêteurs que les points de vue autres. Puis ces points de vue autres-là sont, je sais pas, c'est troublant, c'est troublant. C'est des âmes blessées, en même temps, ben, je sais que c'est une garantie de rien, là, mais tu sais, c'est des gens qui viennent d'un milieu privilégié, mais clairement, on voit l'envers du décor. Il y a énormément de violence, énormément de descriptions de violence. Je le dis parce que c'est quand même mentionné à partir après du tiers du livre, puis sans trop vous dire à quel point pourquoi c'est mentionné, mais c'est vraiment de la violence du type Orange Mécanique, le film de Stanley Kubrick. Donc, si vous ne savez pas exactement ce que c'est, lisez sur le film de Stanley Kubrick et peut-être sur le livre, parce que ça a été tiré d'un livre, si je me souviens bien. Et c'est ça. C'est ce niveau d'intensité-là, c'est ce niveau d'insupportable-là. En même temps, en quelque part, il reste un peu une part d'humain, mais en même temps, c'est troublant parce que c'est je sais pas. Ça fait pas assez longtemps que j'ai terminé pour être capable de peut-être donner des chances à des personnages, mais donc on suit des personnages qui sont moralement inacceptables, qu'on a l'impression qu'ils sont moralement inacceptables. Tout au long, on essaie de déterminer qu'est-ce qui se passe exactement. Est-ce qu'ils sont vraiment comme ça? Est-ce que c'est juste des rumeurs? Est-ce qu'ils sont impliqués? Est-ce que... Bon. Et c'est terrible. Mais je ne peux que vous le conseiller si votre tolérance à ça, si vous êtes capable de supporter l'orange mécanique, vous êtes capable de supporter ce livre-là. Juste parce que c'est le centre du sujet, les comportements des gens qui sont impliqués dans l'enquête sont de cet ordre-là. Et donc, si vous vous sentez l'âme capable de recevoir ça, allez-y. Sinon, je ne sais pas comment ça va être traité dans la saison 2 de la série sur Netflix. J'imagine qu'ils vont faire des raccourcis par rapport à ça pour essayer parce que c'est quand même techniquement, peut-être que c'est PG-13 pour le public, là, mais je pense pas qu'ils vont y aller, ou peut-être que ça va être PG-16, mais je le mettrais 18+ quasiment là, pour celui-là, mais je sais pas comment ils vont l'adapter, fait que je suis vraiment curieuse, mais c'est vraiment une bonne série. Puis à chaque tome, je me souviens, je me répète, je suis sûre que je vous ai dit ça quand j'ai lu le tome 1. À chaque tome, j'ai l'impression que je ne serai jamais capable de lire un autre tome de cette série-là parce que c'est beaucoup trop pour moi. C'est trop violent, c'est trop tortueux, c'est trop déviant, c'est trop tout. Sauf que les personnages du département V sont trop excellents. Leurs motivations à eux sont pas toujours... c'est pas nécessairement des gens qui cachent rien. On sent qu'ils cachent des choses, mais en même temps, ils ont vraiment un bon fond, puis sont là pour essayer justement de faire résonner la vérité. Fait que ça vaut la peine vraiment de les suivre. Fait qu'on dirait que je suis comme juste... Bon, en même temps, je suis comme contente de l'avoir lu avant de voir la série, parce que je pense que si j'avais pas lu, puis que j'étais arrivée devant ça dans une série, j'aurais pas été capable. Ça aurait été trop. C'est encore plus... tu sais, c'est graphique là, quand on regarde une série télévisuelle. Mais c'est si bien écrit. Mais qu'est-ce que c'est bien écrit? L'alternance des points de vue, les personnages qui sont incroyablement crédibles, même si absolument affreux, mais incroyablement crédibles. C'est possible, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit. Les montées de tension, la montée de tension, elle se fait graduellement. Un gros faux plat qui se maintient pendant tout le long du roman. Ce qui fait qu'à un moment donné, on manque d'air quand on le lit, parce qu'on est comme juste, my God! Genre, on est quand même en train de se dire, donc, il peut-tu juste se passer quelque chose d'affreux que juste. Parce qu'il y a tout ce qui retourne vers le passé, c'est affreux, puis ça s'est déjà passé. Puis, ben, l'auteur épargne pas le lecteur, donne vraiment des gros contextes. Fait que c'est sûr que ça peut apparaître comme les personnages sont impliqués dans l'enquête, leurs agissements en tant que tels, leurs agissements potentiels en tant que tels, c'est sûr que ça nous fait nous poser des questions morales.
en même temps, c'est peut-être pas mauvais que ces questions morales-là soient posées puis que le clash soit mis de l'avant justement par le sujet qui a été mis de l'avant dans ce roman-là. Mais il faut avoir faut avoir le cœur solide, il faut avoir la sensibilité solide, il faut être capable de se faire une certaine barrière ou tout de suite d'essayer de prendre une distance avec ça. Parce que vraiment, l'auteur est absolument habile là-dedans. Donc, si vous comptez sur des maladresses de l'auteur pour vous faire décrocher un peu pour que ce soit moins envahissant, ça n'arrivera pas. C'est pas parfait, ça. C'est sûr que des fois, il y a des petites maladresses. En même temps, là, je l'ai écouté en livre audio. Ah, d'ailleurs, le lecteur audio était... Le lecteur audio. Le narrateur était vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. Très bon dosage, plusieurs personnages. Retour dans le temps, on comprenait quand même bien. Il y avait souvent des conversations avec plusieurs personnages en même temps, puis on n'était pas trop mêlés. Puis il faisait pas tant de transition de... Il faisait pas beaucoup de voix typées, mais on comprend toujours bien qui parle. Fait que ça, c'est vraiment pas évident. Puis ce qui est décrit, ben en fait, on dirait qu'il est là pour être le messager. Là. C'est un peu vraiment, on a l'impression que c'est lui qui est genre relentless, là, qui a pas de pitié pour le lecteur, puis qui continue à nous raconter ça, malgré tout, malgré l'horreur. C'est niveau thriller, je sais pas, c'est un thriller noir, je sais pas si ça peut se dire, mais c'est un roman scandinave noir. c'est indicible, mais en même temps, je suis quand même curieuse du tome 3, mais je ne pourrais pas l'enchaîner là. Fait que je suis sûre que j'ai dit textuellement cette phrase-là au dernier tome. Heureusement, je ne vais pas les enchaîner. Je vais me fier sur la bibliothèque de Laurie là, qui lit elle aussi. Je pense qu'elle n'a pas encore lu le tome 2. Je vais essayer de voir parce que je pense qu'on n'a pas des jauges à terreur pareilles, mais on a quand même des choses qu'on dirait qui nous atteignent, certaines choses qui nous atteignent dans les romans qui sont un peu similaires. Donc, je vais essayer de voir. Je suis un peu curieuse de voir comment elle va parler du tome 2. À moins qu'elle l'ait lu puis que. Je sais pas. Mais il me semble qu'elle-même, il y a des bouts qu'elle a dit qu'elle avait lu comme un peu en diagonale parce que c'était comme juste trop. Mais c'est ça, c'est juste qu'en livre audio, c'est plus difficile. Mais honnêtement, j'ai avancé. Il y en a que j'ai vraiment, quand on était dans les parties descriptives, il y avait des choses très violentes. Au-delà du violent, je l'ai avancé dès que je comprenais un peu c'était quoi le contexte parce que je n'étais pas en mesure d'entendre ça. Si je l'avais lu, ces bouts-là, je les aurais lus en diagonale. Mais comme je vous dis, je pense que c'est vraiment un pari volontaire de l'auteur pour écœurer un peu le lecteur de ces comportements-là. Mais quelle série! Fou! En tout cas, si jamais, c'est pas nouveau, là, je pense que ça date de 2008, 10. Je vous mettrai les dates de parution en français, en tout cas, de cette série-là, mais il me semble que ça remonte quand même à un certain temps. Puis à date, ça a quand même vieilli relativement bien. La technologie est là, mais elle n'est pas tout à fait autant là qu'elle serait en 2026, mais elle n'est pas non plus absente complètement, ce qui fait que c'est pour ça que j'ai de la misère à mettre une date de parution. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut quand même relativement bien vieillir. Mais ben c'est ça. Écoutez, j'ai hâte de voir ce que va en faire Netflix. Mais quel choc! Quel choc! Puis là, je me suis dit, là, je vais l'essayer de le faire la semaine scandinave, là. Mais j'ai passé encore beaucoup de temps tantôt, quand ça allait pas super bien. J'essaie de me changer les idées un petit peu pendant cette journée de repos forcé encore. J'ai trouvé un site qui qui répertoriait de très, très, très nombreuses lectures potentielles d'écrivains et écrivaines norvégiens et norvégiennes, avec différents genres, différents publics. Si j'y pense, je la mettrai en barre de description. Puis ça m'a permis d'explorer beaucoup d'autres choses. J'ai essayé de chercher des polars, comme je vous disais. Dans le jeunesse, j'ai pas mal tout lu qu'est-ce qui s'était fait en termes de polars norvégiens pour la jeunesse. Mais je pense que je vais rester avec mon idée de Karin Fossum. Ils sont difficiles à trouver, ces livres. Je les ai juste en anglais. En français, ils existent, mais peut-être que vous allez les trouver dans des bibliothèques, mais je pense que les livres français sont plus disponibles à l'achat. Mais en tout cas, bon, moi, je suis capable d'écouter en anglais, fait que je suis trop curieuse de découvrir la plume. On compare, en tout cas, où est-ce que j'ai trouvé le livre audio? Je l'écoute sur une plateforme payante. On compare l'enquêteur qui est dans ces séries-là à un mélange de Adam Dalgliesh de P.D. James et de l'inspecteur Morse. Fait que je me suis dit,
Ça m'apparaît peut-être un peu moins glauque, un peu plus procédural. Je serais peut-être prête à quelque chose comme ça, là, finalement. Fait que je vais l'essayer. Si jamais c'est trop, je changerai. Là, c'est pas grave, tant pis pour le concept. Là. Mais je trouve ça super intéressant, par exemple, la découverte des auteurs norvégiens parce qu'on est toujours un petit peu limité à ceux qu'on connaît. On va aller vraiment souvent vers Jo Nesbø en premier, Jornir Horst. On sort un peu moins des sentiers battus. Les autrices, on les connaît un peu moins. À part, comme je vous disais, Anne B. Ragde, j'aimerais ça. Mais j'ai failli prendre le deuxième tome de l'autrice Randi Fogelhog, que j'avais. Je l'ai dit sans doute tout croche, là. Randi Fogelhog. Maintenant que j'ai écouté comment on disait le nom du fameux joueur de soccer norvégien à Haaland, mais son prénom aussi, je suis sûre que je dis ça tout croche. Donc, désolée, mais. Randi Fogelhog, qui avait fait La fille de l'air, quelque chose comme ça, le premier. Puis le deuxième, je crois que c'est. Je l'ai vu tantôt. Non, ça ne m'en revient pas. Mais il était moins bien coté. Puis je me souviens que j'avais lu l'autrice dans son premier tome. J'avais apprécié. C'était intéressant, mais c'était comme pas mémorable. La preuve, c'est que je me souviens pas exactement c'est quoi aussi l'intrigue. Fait que j'étais comme ça serait le fun que j'écrive un autre auteur ou une autre autrice norvégienne. Donc, je vais essayer de faire ça. Bref, je vous reviens, dépendant de comment la semaine va. On se croise les doigts, croisez les doigts avec moi, mais de toute façon, vous, ça va être correct, ça va déjà être passé pour que demain, je sois au moins capable de faire du télétravail. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais quand on revient de vacances et qu'on n'a pas été capable de faire le retour de vacances après, je sais que je vais passer le restant de la semaine un peu sur les chapeaux de roue, puis ça me tente moyen. Fait que j'aimerais vraiment ça être capable de pouvoir le faire. On va voir un petit moment de journée à la fois. Alors voilà, sur ces bonnes paroles, je vais encore une fois me reposer pour pas trop focusser mon regard. Ça me fait déjà un peu de symptômes. Bref, à tout bientôt en espérant que ça aille mieux vite. Coucou vous autres! Alors, on est le mercredi 8 juillet, fin de journée. Je vous prends parce que j'ai réussi à tenir ma journée de télétravail, mais j'ai encore la migraine. Donc, petite victoire, j'ai réussi à faire ma journée de télétravail. Moins bonne nouvelle, j'ai encore la migraine. J'ai travaillé une partie de la journée avec des lunettes fumées, comme vous avez pu le constater. Ça faisait juste m'aider globalement. C'est pas qu'il faisait si clair, mais le rétroéclairage de l'écran, c'est comme trop. Mais c'est pas grave, c'est derrière moi. Par contre, je voulais vous dire que j'ai entamé finalement une lecture qui va être la dernière de ce vlog-ci, qui est finalement le fameux tour du chapeau de la Scandinavie. Donc, je me suis lancée dans un roman de, j'essaie de dire comme il faut parce que je vérifie sur Google. Donc, un roman de Karin Fossum, donc l'autrice norvégienne dont je vous ai parlé. C'est le deuxième tome de la série des enquêtes. Là, j'ai vu deuxième tome, puis huitième tome, puis premier tome. Donc, bref, c'est un tome qui introduit le détective. Il me semble que c'est Cieler. Je vais vous le remettre, je vais vous le redire plus tard. Et dans le fond, c'est un policier qui travaille dans un petit coin un peu plus tranquille, style rural, finalement, de la Norvège. Et il va être confronté dès le départ à la disparition d'une toute petite fille qui va éventuellement mener à la découverte d'une femme décédée au bas d'une montagne, il me semble. Au bas d'une montagne, près d'une source d'eau. Il me semble que c'est ça. Et bien, éventuellement, il va y avoir enquête et on va essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais on est dans une municipalité, une petite municipalité rurale où tout le monde se connaît, où on pense que tout le monde sait qui... en fait, où on pense savoir tout sur tout le monde. Mais bien évidemment, comme ce genre de formule le veut, c'est pas toujours le cas. Donc, on va apprendre beaucoup de choses différentes sur tout ça. Et dans le fond, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est le petit blurb qui disait que ça rappelait Dalgliesh. Là, moi, l'inspecteur Morse, je ne l'ai jamais lu, donc je ne vais pas savoir. Mais ça rappelait un peu l'écriture de P.D. James. C'est pas faux. C'est une écriture qui est quand même assez travaillée, je dirais. En fait, les dialogues sont très simples,
mais il y a des grandes parts de description quand même des lieux. Donc, on est vraiment en mode, je dirais presque télévisuel ou cinématographique, dans le sens où on essaie de vraiment plonger le lecteur dans l'environnement où on est. Puis c'était même, à la limite, tu sais, il y a quand même une certaine poésie dès la première page, donc ça rappelle un peu, en effet, peut-être plus les propos. J'aurais tendance à dire peut-être même Fred Vargas, en quelque part, parce que P.D. James était moins sur les descriptions. Par contre, le personnage de l'inspecteur rappelle un peu Dalglish, en effet. C'est un inspecteur bienveillant, un peu carré quand même, par contre, peut-être un petit peu plus carré que Dalglish. Quoique Dalglish, c'est quand même assez carré, mais un peu plus carré. Il m'apparaît plus carré qu'autre chose, mais à chaque fois que j'ai l'impression qu'il est un peu antipathique, il est un peu bourru, il est très bienveillant avec les autres. Par contre, il compte bien mener son enquête, dans le fond, jusqu'à la fin, sans se faire enfarger par les détails. Donc, ça se passe très bien jusqu'à maintenant. Je suis contente de l'écouter en livre audio. Je l'ai aussi en livre numérique. Comme la plume est assez fleurie, mais là, fleurie, on s'entend là, pour un roman policier, mais comme je vous dis, ça me fait vraiment penser à certains moments d'entrée en matière dans les Fred Vargas, et que les dialogues, c'est plus du P.D. James. Ça reste qu'à l'audio, des fois, il faut vraiment que je sois concentrée. Puis comme aujourd'hui, j'ai des restes de migraine, j'étais peut-être pas autant concentrée, aussi concentrée qu'il le fallait. Donc, il fallait que je revienne souvent en arrière. Donc, peut-être que je vais lire plus en numérique ou je vais juste plus porter attention pour la suite du livre. Mais bon, je reviendrai avec la suite et fin, donc ma recension dès que je vais l'avoir terminée, vu qu'on est vers la fin de ce vlog-ci. Mais je suis contente parce qu'on est vraiment dans de l'enquête procédurale. Donc, il va sans doute avoir des choses pas plaisantes, mais la façon de présenter les choses, on n'est vraiment pas dans une montée de tension sombre. On va sans doute mettre de l'avant des secrets sombres, il va sans doute avoir des choses qui vont être pas plaisantes qu'on va découvrir, mais c'est une approche qui est très procédurale. Donc pour moi, ça fait du bien après le Camilla Lackberg que j'ai lu et l'auteur danois que j'ai lu. J'ai oublié l'auteur danois que j'ai lu. L'autre livre que j'ai lu, mon Dieu, qui était si traumatisant. Bon, J.C. Adler-Olsen, qui était horrifiant, mais tellement bien écrit. Donc, petite pause pour mon âme. Et puis, ben voilà. C'est pas léger, cela dit, mais c'est juste, comme je vous dis, pour moi, c'est comme quand je lis un P.D. James. C'est bien fait. On suit l'intrigue, on veut reconnaître les personnages. Ça nous amène, ça nous stimule la curiosité. Ça peut des fois nous questionner, mais on reste relativement intact, dans le fond, comme lecteur. Donc, mais c'est positif. Alors voilà, je ne vais pas trop prendre de temps, mais je reviens dès que j'ai terminé. Bonjour vous autres. Alors, on est le vendredi 10 juillet, en mode studio mobile, pause repas. Et je viens tout juste, à l'instant, de terminer l'écoute de Don't Look Back de Karin Fossum, donc cette autrice norvégienne. Et c'était vraiment excellent. J'adore sa plume. J'adore le personnage principal de l'inspecteur qui s'appelle Seyer, finalement. Et je sais pas quoi vous dire, c'est vraiment une enquête procédurale assez typique. On va vraiment suivre le point de vue de Seyer principalement, avec quelques moments, quelques moments où on a d'autres points de vue des personnes impliquées directement ou indirectement dans l'enquête en cours, qui est l'enquête qui va être mise en place pour essayer de résoudre la mort inexpliquée d'une femme qui était retrouvée sur le bord, comme je vous disais, en bas d'une montagne, sur le bord d'une source d'eau. Plus ça va aller, puis plus Seyer va poser des questions. On est vraiment dans la ronde des questions, donc c'est intéressant parce qu'il parle toujours que, dans le fond, il a dû interroger presque 300 personnes. Puis, dans le fond, dans une enquête, il y a aussi ça. Souvent, dans les enquêtes, c'est pas qu'on voit les 300 personnes, mais là, il met vraiment de l'avant le fait qu'il y a tellement de personnes qu'il a dû contacter que nécessairement, c'est sûr que la quantité d'informations reçues est énorme. Puis, ça lui permet de tisser des possibilités, mais évidemment que rien n'est jamais totalement certain à 100% tant qu'il n'y a pas les preuves. Donc, on est vraiment plus dans le procédural, mais le personnage de Seyer, j'ai trouvé ça super intéressant. Je vous disais qu'il était bienveillant / carré. Plus ça va, puis plus vraiment ça se développe. Il y a vraiment le côté bienveillant, mais comme je vous dis, c'est un inspecteur qui veut mener les choses à bien. Mais on s'attache vraiment à lui. On en apprend un petit peu sur sa vie personnelle, c'est quoi qui s'est passé dans sa vie amoureuse, avec sa famille et tout ça. Mais malgré le fait que vraiment
le point le plus important, c'est vraiment l'enquête. Et je sais pas, cette plume-là, en effet, j'arrive pas à m'enlever de la tête que ça me rappelle Fred Vargas, presque plus que P.D. James, parce qu'en plus, le personnage principal de Sawyer a parfois quelques rêves qui sont visiblement la manifestation de choses qui le chicotent un peu. Donc, c'était pas aussi intense que Adamsberg là, pour Fred Vargas, qui lui a comme des rêves, des intuitions, des visions presque. C'est un peu intense, mais il y a vraiment ça qui est là. C'est une super belle découverte. Ça fait longtemps en plus qu'elle écrit. Ce livre-là est paru il y a super longtemps. Puis ils sont vraiment pas facilement trouvables, en fait, en français ou même en anglais. Mais c'est clair que je voulais la série au complet. Genre, si je suis capable d'accéder à tous les titres disponibles de cette autrice-là norvégienne, c'est ma plus belle découverte, en fait, de polar nordique, parce que, en fait, ce que je veux dire aussi, c'est que on n'est vraiment pas dans on n'est pas dans la structure type du polar nordique avec nécessairement le côté présent, double temporalité, point de vue de potentiellement la personne qui est victime, puis après ça, point de vue des enquêteurs. Et on n'est pas dans le autant sordide. Bon, après, c'est un crime qui s'est passé. Plus on découvre des choses, plus on se rend compte que c'est quelque chose qui fait partie d'un tout, disons, on va dire ça comme ça, et c'est pas joyeux. Je veux dire, c'est pas, on s'entend, là, c'est pas que c'est ça, mais c'est juste, on met pas de l'avant nécessairement les moments qui ont pu être le plus glauque, le plus sordide, le plus violent, même si ça veut pas dire que ça s'est pas passé. Donc, c'est juste l'approche en tant que telle qui est différente. J'ai vraiment adoré ça. Donc, comme je vous disais, pour moi, ça me donne une porte de sortie que, en fait, je peux lire, disons, un polar norvégien qui n'est pas nécessairement en mode polar nordique, donc narration un peu plus froide, souvent. Beaucoup de choses, des gens un peu en dépression, qui vont pas très, très bien, des crimes très sordides et tout. Et là, ça m'a fait du bien. J'ai vraiment eu le même feeling que quand je lis, peut-être pas autant qu'un Fred Vargas, parce que la plume n'est pas totalement aussi travaillée, mais elle est quand même vraiment bien travaillée. Il y a des super belles tournures de phrases. Les personnages, on s'y attache. Au début, comme je vous disais, j'étais pas sûre parce que le personnage inspecteur nous tient un peu à distance, puis plus ça va, puis plus finalement, dans le fond, on se rend compte que c'est simplement un humain qui manifeste pas énormément ses émotions, mais c'est quelqu'un qui a une grande profondeur quand même. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Et puis, je suis pas sûre que j'ai compris la fin. Puis là, est-ce que c'est ça qui fait que ça serait pas nécessairement un coup de cœur? Ben, ça serait une lecture très excellente, assez pour, comme je dis, que je vais lire les autres. Je suis pas sûre que j'ai totalement compris la fin. Si je l'ai bien comprise, my God. c'est... Si je l'ai pas bien comprise, puis c'est simplement comme quelque chose qui permet de pas terminer l'enquête sur quelque chose qui est fermé, disons, c'est aussi intéressant. Mais je pense que j'ai bien compris la fin, puis oh my God. Donc, c'est très... je viens juste de le finir, j'adore ça. Je ne peux que être satisfaite du fait que pour une fois, je me suis imposé un thème parce que j'étais dans le mode Scandinavie, Norvège, roux, comme dans la Coupe du Monde. Puis je me suis forcée à sortir de Sentier battu. Puis pour une fois, ça s'est bien déroulé. En plus, c'est une autrice et non pas un auteur norvégien, parce que là, c'est juste les auteurs norvégiens. Tout est parfait dans cette expérience-là. Ça s'est bien déroulé. Le narrateur est excellent. David, je vais vous le remettre. Il est excellent. Si jamais... Bon, c'est sûr que c'est en anglais, donc c'est sûr que si vous ne l'écoutez pas en anglais, vous n'aurez pas lu. Mais en tout cas, si jamais vous écoutez en langue anglaise, c'est un narrateur vraiment à retenir. Trop chouette. Trop chouette, trop chouette. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à ce sujet-là. À part, j'ai peut-être moins de variété et de finesse dans mon analyse. C'est parce que je suis trop heureuse de cette expérience-là. Je ne vais pas trop vous en dire parce que je veux que vous la découvriez cette plume-là, si jamais vous êtes en mesure de le faire. Puis, ben voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu comme semaine. Comme toujours, j'espère que malgré la chaleur, si vous êtes dans la chaleur, vous parvenez à trouver une façon de lire qui vous convient. Puis, ben nous autres, on se dit tout simplement à la prochaine.